La République démocratique du Congo, c'est 2 345 000 km², 145 millions d'hectares des forêts, 80 millions d'hectares justement, des terres arables et une démographie estimée à plus de 70 millions d'habitants. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission autour de l'économie, une émission, allais-je dire, qui est conçue pour vous, pour pouvoir aborder des questions qui justement sont liées à l'économie pour que nous puissions savoir comment on peut faire, comment on peut penser les Congos de demain, comment on peut faire que demain nous ayons un Congo encore plus développé qu'aujourd'hui. Et pour ce soir, justement, nous avons fait appel à un expert, lui c'est Norbert Yamba. Nous l'invitons sur ce plateau en tant qu'expert consultant en développement durable. Et avec lui, nous allons partager ces minutes imparties à cette émission. Et pour cette première émission, cette émission qui a son premier numéro, nous avons choisi pour thème RDC, pays riche, RDC, pays pauvre. D'où viennent ces paradoxes? J'ai énuméré tantôt dans mon introduction que la République démocratique du Congo était un pays qui régorgeait d'énormes potentialités, que ce soit bien à minerer, d'énormes potentialités même sur le plan démographique. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la RDC traîne encore le pas? En tout cas, la RDC est fichée parmi les pays les plus pauvres du monde. D'où viennent ces paradoxes et comment surtout faut-il résoudre cette équation pour impulser les développements à travers tous les territoires? Monsieur Norbert Yamba, bonsoir. Bonsoir. D'entrée des jeux, j'aimerais vous poser à vous cette question qui me tient à cœur. La République démocratique du Congo, ces grands pays, je l'ai dit tantôt, qui regorgent de nombreuses, en tout cas de beaucoup de potentialités. Ces pays est encore à la traîne. Quelle est votre explication par rapport à cette situation? Merci d'abord pour l'opportunité que vous m'offrez en participant à cette première émission. Une émission importante parce qu'elle porte sur l'économie qui est censée être l'ouvrière de l'homme. Il faut véritablement l'économie pour booster le développement. La question que vous posez, c'est une question très embarrassante. Elle est très délicate lorsqu'on regarde les richesses potentielles de notre pays et on observe l'extrême pauvreté de notre peuple. Il est vrai, comme vous l'avez dit, que le Congo, c'est un grand pays, un sous-continent de 2 345 000 km². C'est un scandale géologique parce que le Congo regorge presque tous les minéraux. Une dernière étude qui a été faite, j'allais dire prospection dans le sud du Katanga, a trouvé qu'il y avait 48 minéraux. Mais 12 n'existent nulle part au monde. Combien de fois peut-on répéter? Il y en a qui parlent de scandale géologique lorsqu'on parle de la République démocratique du Congo. Scandale géologique. C'est un scandale géologique. Simplement, effectivement, parce qu'il y a tous les minéraux. Le cuivre, le diamant, l'or, le manganèse, etc. Aujourd'hui, 80% de réserves de coltan qu'on appelle colomotantalite se trouvent à l'est de la République. 80% des réserves du monde. Vous ne faites qu'enfoncer les clous là où moi j'ai déjà martelé. Donc, vous parlez des potentialités de la RDC qui sont évidemment énormes. La question c'est pourquoi ces paradoxes? Un pays aux potentialités énormes, un pays très riche lorsqu'il faut parler en termes de potentialités, mais en même temps un pays dont la population est parmi les plus pauvres du monde. Il y a des causes exogènes et des causes endogènes. Des causes exogènes, simplement parce que nous avons fonctionné dans un ordre international dont on connaît, qui a des pays riches et des pays pauvres. Le Congo se retrouve dans les cadres de pays pauvres. Samir Amin disait des pays de la périphérie. Et ces pays ont été, d'abord, ont connu l'esclavage, ont connu la colonisation. Aujourd'hui connaissent ce qu'on appelle le néocolonialisme. Est-ce que tout ça explique l'extrême pauvreté dans laquelle est plongée la population? Simplement parce que, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il y a des intérêts de ceux qui sont censés être impérialistes et qui ont mis en place un ordre international qui consiste à placer les hommes de leur obédience, les hommes qui doivent soutenir les intérêts dans nos pays. Et ces hommes n'ont de compte à rendre qu'à eux.
Et ce système de prédation, parce que personne ne contrôle personne, si ce n'est que l'Occident qui sait véritablement contrôler son homme de confiance. En dehors de ça, ce n'est pas la population qui contrôle, etc. Et donc ce système a mis en place ce qu'on peut appeler la prédation et la mendicité internationale, parce que l'Occident s'est fait toujours voir comme étant, n'est-ce pas, le Père Noël qui nous aide avec... mais justement, j'aimerais, expert, si vous permettez, M. Norbert, j'aimerais vous poser la question. Est-ce qu'il faut que nous restions là, à pleurnicher comme des enfants? On sait que les plus puissants, ils existent. Hein, on parle aujourd'hui d'un pays fractionné un peu, d'un côté les plus riches et de l'autre les plus pauvres. Nous avons notre camp, celui des pays pauvres. Est-ce qu'il faut continuer à pleurer ou il faut réfléchir sur les mécanismes à mettre en place pour sortir finalement de cette paupérisation? On ne va pas pleurer. Et je n'ai pas envie de pleurer parce que je suis un esprit. Je suis parmi les gens qui pensent que notre pays doit fonctionner autrement. L'Afrique subsaharienne a beaucoup souffert. Et vous m'avez appelé comme un consultant, comme expert. Je suis en train de dégager les raisons raisonnantes qui ont fait que la situation paradoxale existe dans notre pays. Et je donne la responsabilité aux causes exogènes qui sont liées, n'est-ce pas, aux relations entre le centre et la périphérie, c'est-à-dire l'Occident, ceux qui nous ont colonisés, et nos pays. Il y a des causes endogènes qui portent sur les leaders que nous avons, qui visiblement devraient booster le développement de nos pays. Ces leaders sont des relais volontaires de ceux qui ont mis en place un ordre international. Ces leaders sont des personnes qui visiblement ont mis en place un système patrimonial, c'est-à-dire servir les puissances d'argent, mais se maintenir au pouvoir sans que véritablement on puisse travailler pour l'intérêt de leurs peuples respectifs. Mais nous avons également un peuple qui se trouve en face d'une situation où on vous parle d'une république avec des règles, avec des mutations sociopolitiques, mais qui visiblement ne sont pas intériorisées, ne sont pas connues, ne sont pas maximalisées en termes d'utilisation pour booster la République. Et donc, on est dans une situation de fracture où il n'y a pas cohésion entre les leaderships et la population qui, en réalité, devrait travailler dans une sorte de synergie gagnante pour booster la République. Il y a des intérêts des dirigeants qui sont différents des intérêts de la population. Mais les intérêts de la population, M. Norbert, sont défendus au niveau du temple ici, au Palais du Peuple, du Parlement, qui justement, où l'on trouve des députés nationaux émanant évidemment du suffrage universel, ceux-là même qui viennent défendre les intérêts de la population. Donc on ne peut pas dire que ces intérêts-là ne sont pas suffisamment défendus. Mais le problème, c'est que bon, nous sommes dans un processus. Il y a des évolutions au niveau de la prise en charge de notre destin, petit à petit. Ça fait 53 ans qu'on est indépendant. Et donc, on ne peut pas changer la situation de manière mathématique. Il y a toujours des douleurs d'affrontement, ça c'est évident. Aujourd'hui, au moins, notre peuple est en train de comprendre qui sont les auteurs, quelles sont les causes qui ont fait que véritablement nous soyons dans cette situation. Et donc, bon, on n'est pas à majorité dans ce processus, ça c'est évident, mais au moins, une partie de notre peuple est en train de comprendre. Donc, quand cela ne tienne, il va falloir qu'on ait véritablement des dirigeants qui sont capables de pouvoir embarquer tout le monde dans ce processus. Il me semble que les quelques rares qui ont osé pour que véritablement nos pays avancent, etc., n'ont pas eu la vie sauve. Vous vous rappelez du sort qui a été réservé à Lumumba, vous vous rappelez le sort qui a été réservé à Laurent Kabila. D'aucuns parlent aujourd'hui que Tshisekedi est sur cette même lancée. On les appelle des souverainistes, c'est-à-dire des gens qui sont des nationalistes, qui travaillent pour l'intérêt de leur peuple, ou soit on ne vous donne pas la possibilité d'accéder au pouvoir, ou soit quand vous êtes au pouvoir et vous faites le contraire, on vous remet en question, etc. Et qu'aujourd'hui, Alex, il faut le savoir, que la crise est en train de toucher tout le monde. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Asie a au moins une croissance économique de plus 4. L'Europe aujourd'hui, cette croissance est 0. L'Amérique est croissance plus 2, l'Afrique est croissance plus 5. Aujourd'hui, on va revenir à la RDC, on parle aujourd'hui. L'Afrique est en train de descendre et les stratégies sont recherchées pour recoloniser davantage l'Afrique. Si vous permettez, en République démocratique du Congo, le gouvernement Matata annonce des statistiques de 8% de croissance, c'est déjà quelque chose, ça veut dire que nous sommes sur une bonne lancée. Ma question à moi, c'est
C'est vrai, d'année en année, on dit que nous nous développons et que ça va de mieux en mieux, mais on a comme l'impression que, ce n'est même pas une impression, la grande majorité de la population congolaise vit encore dans la misère la plus noire. Comment faut-il développer ces pays? Est-ce qu'il faut aller du sommet vers le bas, ce qu'on appelle un développement, un schéma vertical, c'est-à-dire des top to down, ou alors il faut commencer par la base et aller vers le sommet? Que préconisez-vous comme schéma pour arriver à impulser les développements en République démocratique du Congo? Avant de répondre à cette question, il faudrait quand même, comme scientifique, que je constate qu'il y a quand même des évolutions. Les évolutions positives en provenance de situation ne sont plus à l'état d'animalité zéro, ne sont plus à l'état initial. Nous avons avancé un peu, étant donné l'organisation des élections, étant donné la prise de conscience de nos concitoyens, étant donné le fait que nous circulons à travers le monde et beaucoup d'entre nous ont obtenu une certaine expérience et connaissent comment fonctionnent les tenants et les aboutissants, etc. Donc, il y a des évolutions, nous ne sommes pas à l'état zéro. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, à la question que vous posez pour dire est-ce qu'il faut partir du haut vers le bas, ce que les techniciens appellent top-down, ou soit on va partir de bas vers le haut. Toute la littérature montre que effectivement, les deux stratégies peuvent donner des résultats. Mais la stratégie qui donne des résultats beaucoup plus performants, c'est la stratégie qui consiste de partir de la base vers les hauts. Et ça veut dire en fait cette stratégie qui restitue la République aux citoyens. Parce que vous savez que depuis que nous avons fonctionné, la République a toujours été privatisée, la République est prise en otage par un groupe de personnes au pouvoir, etc. Lorsque vous dites la reprise, remettre la République aux citoyens, ça sous-entendrait un peu l'idée de décentralisation, c'est-à-dire amener le pouvoir vers les localités plutôt que de le conserver ici à Kinshasa, la capitale des RDC. Vous savez, partout à travers le monde, ce débat existe et je crois que tout le monde est d'accord, même en Europe, qu'il faut aller vers la décentralisation, qui est la technique d'organisation territoriale qui répond naturellement à la participation des citoyens dans la performance de leurs institutions. C'est très important. Et donc la décentralisation devient aujourd'hui la voie obligée. C'est comme ça que les gens qui ont discuté à Sun City ont reconnu la décentralisation comme étant véritablement le modèle de restructuration géographique de notre pays. Avec tous les risques des balkanisation. Et la Constitution de la République, à son article 3, consacre la décentralisation. Il y a des dispositions des articles 012, des arrêtés 012, des lois de 012, 015, 016, il y a même des lois 010, 011, toutes ces lois-là considèrent la décentralisation comme la voie obligée. Maintenant, mais cela ne va pas sans risque, justement, on parle. Bien entendu, avant de parler de risque, il faut savoir également, il faut savoir parler d'abord de l'effectivité. Est-ce que ces lois qui existent, est-ce qu'on observe des avancées dans des entités territoriales décentralisées? Ça, c'est un problème. En France, par exemple, il y a 38 000 communes. Et pourtant, la France, c'est 4 fois et demi le Congo. L'Allemagne fédérale, c'est 16 700 communes. 16 700, mais le Congo, Kinshasa, mais l'Allemagne fédérale, c'est le Katanga. Et donc, le Congo n'a que 97 communes contre 16 700, contre 38 000 communes. Il faut en créer davantage. Il faut en créer davantage. Il faut aller pour que, véritablement, la population soit organisée dans des échelons administratifs restreints qui permettent aux citoyens d'être en mesure de définir leurs problèmes, d'avoir plus de rechercher des pistes de solutions et de participer à leur budget pour véritablement développer leur entité. Et ça, c'est la voie obligée. Et ça, il faut véritablement avoir un leadership qui pousse à cela. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a encore des douleurs d'enfantement, étant donné qu'il y a certaines lois qui n'existaient pas encore. Il y a aussi des normes, certaines mesures d'application qui n'existaient pas encore. Et donc, il y a aussi beaucoup de doutes. Et ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que ça ne risque pas de balkaniser, de démembrer la République? Et moi, je dis non. La sécession est différente de la décentralisation. La décentralisation n'est qu'une technique de gestion. La sécession, c'est la volonté d'un groupe de personnes qui veulent que les provinces soient indépendantes. Ok. Or, nous ne sommes pas là. On va revenir au développement de la République démocratique du Congo. Oui. C'est ça notre thème. RDC pays riche, RDC pays pauvre. Pourquoi c'est paradoxe? Je suis
je voudrais entrer dans votre schéma. Vous dites il faut aller de la base vers le sommet et donc vous préconisez la décentralisation comme l'un des moyens efficaces, n'est-ce pas, pour obtenir des résultats probants quant au développement, à l'essor économique de la RDC. Si cela se faisait, admettons que cela se fasse, vous avez une entité territoriale décentralisée qui ne possède pas des potentialités naturelles. Je parle des minéraux, je parle soit qu'il n'a pas, cette entité n'a pas une étendue en forêt. Voilà. Comment elle peut arriver quand même à se développer? Vous pensez à l'aide de la caisse des péréquations ou vous préconisez un autre sous-schéma qui viendrait à l'aide justement à cette entité territoriale décentralisée qui ne possède pas des potentialités naturelles? Vous savez, il y a des dispositions qui sont consignées dans les différentes lois basiques qui portent sur l'organisation fonctionnement des entités territoriales décentralisées. Vous avez la loi sur les finances publiques, vous avez la loi sur la nomenclature des taxes, etc. Ces lois existent. D'ici là, on pourra avoir la loi sur la Caisse nationale de péréquation. Je crois que le législateur a prévu un certain nombre de dispositions qui permettent à chaque entité de pouvoir respirer. Et par rapport à cela, ces lois déterminent quelles sont les taxes qui peuvent être perçues au niveau de l'entité, quelles sont les ressources qui peuvent être propres à l'entité, et quelles sont les ressources qui peuvent être rétrocédées au niveau de la province vers l'entité, et quelles sont les ressources qui peuvent être cédées du niveau central vers la province, et la province vers l'entité locale. Donc, à différents niveaux, il existe cette sorte de partage de ressources qui permettent à chaque entité de fonctionner. Mais attention, les ressources dont nous parlons ici sont aussi fonction de la capacité de chaque entité de générer. Et vous posez la question en disant, si au niveau d'une entité, il n'y a pas de ressources naturelles. On recourt à la caisse de péréquation pour subsister. Il n'y a pas que la caisse de péréquation, encore que la caisse de péréquation prévoit seulement 10% pour les investissements. Mais c'est comme ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on se trouve en situation de crise, lorsqu'on est dans une entité où véritablement il n'y a pas de potentialité à transformer, encore dans beaucoup d'entités qui sont opérationnelles aujourd'hui, il n'y a pas de transformation, il n'y a plus d'extraction. Même le Katanga aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprise qui transforme pour donner la valeur ajoutée par rapport à ce qu'elles font. Ça c'est évident. Mais encore, lorsqu'on est dans une entité, j'ai vu sur base d'une expérience aux États-Unis, dans la mairie, la commune de Montgomery, pour une population de millions d'habitants, on était à un budget de 9 milliards de dollars. Et lorsque vous regardez le bâtiment de la commune... Comment cela a été possible? Cela a été possible parce que dans des pays comme ça qui veulent véritablement le développement, on ne nomme pas n'importe qui bourgmestre ou maire d'une ville ou maire d'une commune n'importe comment. On nomme quelqu'un qui a une grande capacité d'innovation, grande capacité d'inspiration. Et il faut que je termine par là. Et la personne arrive, il dit, ben, quels sont les moyens disponibles dans ma commune? Qu'est-ce que je fais pour générer des moyens de manière à pouvoir résoudre la situation? Et alors, il dit, bon, regardons, faisons un aménagement de la commune. Et alors, tel endroit, nous allons mettre en place le parking. Ce parking va nous générer des moyens. Et il y a combien de véhicules qui sont opérationnels et il n'y a pas que ça. On peut construire même des entreprises de transport. J'ai vu des entreprises de transport dans une commune. Je pense que on a même construit l'université. L'université, je vous en assure. J'ai vu des universités à Montgomery. Des universités construites par la commune. Et des universités plus que l'université de Kinshasa. Vous voyez, je pense que votre inquiétude pouvait trouver son sens... Excusez-moi, lorsque la RDC accédait encore à l'indépendance, mais pas aujourd'hui. Les pays regorgent de beaucoup d'universités. Dans chaque province, pratiquement, il y a une université au moins. Ça veut dire que nous avons des cadres aujourd'hui qui peuvent s'assumer, qui peuvent travailler et apporter leur savoir-faire à l'avancement de ces pays. Mon problème à moi, c'est est-ce que nous sommes bloqués au niveau de la conscience citoyenne qui ne fonctionne pas très bien? Encore que nous avons tout un ministère pour ça, la citoyenneté et tout ça. Est-ce qu'il faut, et donc, si c'est ces cas-là, il faut donc investir dans la recherche scientifique, ou alors, c'est un problème de vision managériale, simplement un problème de leadership, un problème de vision politique. Mais tout cela entre en ligne de compte. Vous avez parlé de vision, le leadership. Écoutez, la société aujourd'hui se développe que lorsqu'il y a une vision,
d'un leadership qui voyage dans les temps et qui scanne 50 ans ou 80 ans et qui revient et qui embarque les gens. On les appelle des leaderships transformationnels. Des gens qui ne regardent pas la nature seulement la nature naturelle, mais les gens qui se profitent de cette nature et proposer des pistes de transformation pour générer ce qu'on peut appeler les plus-values ou les valeurs ajoutées. Cela. Un peu comme la réforme aujourd'hui. Un peu comme la réforme aujourd'hui. Bien entendu. Il y a encore des problèmes par rapport à cela. Mais écoutez, revenons un peu sur l'intellectuel, qui est beaucoup d'universités, oui, etc. Attention. La RDC, c'est quand même beaucoup. C'est très clair que nos universités ont produit des chômeurs de luxe. C'est-à-dire des gens qui ont des diplômes, qui sont instruits, mais ils ne sont pas véritablement de grands intellectuels. Donc vous remettez en cause même les savoirs qui est dispensé. Mon prof d'anthropologie me disait que nos écoles n'ont pas servi à créer des hommes de caractère, des hommes qui sont capables de développer leurs entités. On a créé des hommes, des commis, hein, pour travailler. C'est comme ça que vous voyez, tout le monde a envie d'avoir sa farde, et puis bon voilà, aucune capacité de pouvoir proposer des initiatives qui permettent naturellement de transformer, d'engager les gens et qui provoquer quelque chose qui... Voilà. Et vous allez voir, vous les journalistes, vous dites, celui-là c'était un grand professeur. Et lorsqu'on analyse... Il enseigne bien, il a 15 ans d'expérience dans le métier, il a eu à former beaucoup d'universitaires chevronnés. Être professeur, et il acquiert ces titres-là. C'est une fonction. Et puis bon, il peut profiter d'un livre, il n'y a pas d'inspecteur à l'université. On peut prendre des livres et puis on enseigne, on fait un syllabus, etc. Avoir le superlatif grand, il faut faire preuve qu'on a, avec son intelligence, son maturité d'intelligence, on a bougé la société. On fait sortir une théorie qui permet à la société d'avancer. Vous avez vu Obama, là, lorsqu'il arrive, il a pris le prix Nobel de physique, qui est un républicain, pour le placer toujours parce qu'il sait que le XXIe siècle, c'est le siècle des énergies renouvelables ou non renouvelables, etc. Il faut qu'il y ait quelqu'un, un savant, qui est capable, à la place qu'il faut. Bien entendu. Mais aujourd'hui, non, je m'excuse beaucoup. Aujourd'hui, il suffit seulement d'avoir un diplôme, encore qu'on sait de quelle manière on peut facilement avoir un diplôme. On dit non, il est grand. Et j'entends souvent même les journalistes, c'est un grand juriste. Et lorsqu'on regarde son parcours, etc., il faut voir. Hein. Lorsqu'on gagne plusieurs procès, c'est là-bas de soi qu'on devient grand. Alors maintenant, il apporte quoi dans la société? Il apporte quoi? Quelle est sa théorie? Il a inventé quoi? La problématique qui se pose au niveau de la justice de notre pays, etc. Quels sont les éléments additionnels qui permettent de donner un sens de direction par rapport à la justice, etc. Et c'est ça justement le folklore qui a bloqué la dynamique de notre société, où tout le monde, parce qu'il détenait un diplôme, et bon, je soutiens ceci, je soutiens cela. Et puis celui-là, c'était un grand. Et alors, lorsque vous travaillez, vous l'approchez davantage, vous vous rendez compte finalement que c'est zéro, quoi. Alors, il faut sortir de ces logiciels, il faut avoir des hommes et des femmes qui sont appréciés en fonction de leur capacité d'apporter des innovations qui permettent à donner notre pays un sens de direction, où on dit non, parce que nous voulons avoir de l'eau. Alors, comment nous pouvons? Il y a des technologies pour avoir de l'eau, partout où on peut avoir, etc., une eau potable. Et quelqu'un qui a fait, je ne sais pas, telle technologie, est à mesure de nous inventer cela. Nous avons par exemple un problème de faim, nous avons des agronomes, mais qui profitent des boutures en faisant une sorte d'hybridation, de croisement, etc., et nous donnent des boutures de manioc qui nous permettent, n'est-ce pas, de pouvoir nourrir la population. Ça, on en a besoin. Il me semble qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, chacun profite de son diplôme. Non, mais encore une fois, moi je pense que si votre raisonnement est logique, la faute, c'est aux politiques. Admettons qu'il y ait un professeur quelque part à l'université de Kinshasa, expert en, et que dans une situation donnée, on ait besoin de son talent et de ses compétences. Si la personne qui doit pouvoir l'engager ne l'engage pas, ces messieurs-là ne viendraient jamais travailler. Là encore, il faut détecter la compétence et engager cette compétence à servir. C'est donc deux questions. C'est au niveau de l'exécutif, du gestionnaire finalement qui a problème. Oui, tout justement. Bon, il y a des responsabilités partagées. Hein. On a vu
avec Laurent Kabila, des gens qui ont réfléchi. J'ai vu ici, on faisait la guerre, on avait besoin des armes, etc. Et il avait fait le rappel des troupes, il appelait des chercheurs, etc. pour qu'on réfléchisse de manière à avoir, par exemple, des armes ou des munitions. Voilà. On peut arriver à des résultats, mais attendez, cher ami, il y a trop de chercheurs, mais il n'y a pas de trous verts dans notre pays. Voilà. Il n'y a pas de trous Ça verts. me permet de poser ma question. C'est pitoyable. Ça me permet de poser ma question. Nous avons l'homme, nous avons la terre. Soit investir dans l'homme, dans la recherche scientifique évidemment, ok, dans la transformation des mentalités, soit nous disons, nous commençons avec la terre, l'agriculture, par exemple. Je rentre encore dans votre schéma de la base au sommet. On va avec l'agriculture, un peu le modèle chinois du développement. Maintenant là, vous savez autant que moi que le gouvernement Matata Ponyo vient de lancer un projet ambitieux de l'agriculture à travers le territoire national. Est-ce que c'est un projet qui est porteur d'espoir, justement dans le cas de votre schéma, des schémas que vous préconisez, de la base vers le sommet? Il faut un grand travail qui doit être fait, non seulement par les chercheurs, par l'homme politique, mais aussi par les journalistes. Lorsque vous dites qu'il y a un programme ambitieux, regardez les superlatifs ambitieux, ça c'est grave. Est-ce que vous savez, non mais je m'excuse beaucoup, le budget 2013, même si je salue les efforts du gouvernement Matata, qui est bousculé actuellement, parce que je ne vois pas quelqu'un qui le remplacerait et qui ferait mieux. La méthodologie aujourd'hui montre très clairement qu'il a apporté des grandes innovations. Il est capable de pouvoir relever le défi, même s'il y a trop de douleurs d'enfantement, ça c'est évident. Je ne suis pas d'accord d'ailleurs, on ne parle pas politique maintenant, mais quoi cela ne tienne, Matata, je félicite son approche et je félicite sa manière de faire les choses. Mais lorsque vous dites que c'est un programme ambitieux et que vous ne me donnez pas le budget, parce que la volonté gouvernementale se traduit par les chiffres que l'on donne à chaque rubrique et le budget. On n'est pas au-delà de 76 millions. Vous croyez qu'avec 76 millions, on peut booster le développement agricole de la République? Encore, quelle doit être la méthode? Quelle doit être la méthode? Bon, maintenant, il y a des activités qui se font. Quelle est la stratégie? Là aussi, c'est un problème d'intelligence. C'est comme ça que nous avons besoin de leaders transformationnels. Déjà, nous n'avons que ça, 76 millions de dollars. OK, et nous faisons quoi? Et les gens réfléchissent à la base. Pas aller distribuer, je ne sais pas, le machette, je ne sais pas, chez les maraîchers, etc. Pas une organisation géographique qui permette de pouvoir... et puis les villages agricoles, les transports, les routes de dessert. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Vous ne pouvez pas imaginer, nous avons par exemple aujourd'hui un potentiel de 1500 bacs qu'il faut mettre en route. On est à 30, ça c'est évident. Mais il y reste combien? Il reste 1470 bacs qu'il faut réparer aujourd'hui. Donc, les travailleurs encore. Il y a 3500 ponts et il y a 145 000 km de routes. Ne serait-ce que les routes de dessert, 88 000 km de routes de dessert agricoles. Tout cela faisant combien? Et il n'y a pas que ça, il faut le crédit. Qui a donné crédit aujourd'hui aux paysans congolais? Il faut le budget lui-même, il est maigrichon. Et la commercialisation, on fait quoi? Pour aller commercialiser où? Qui exporte? Et à quelle proportion? Déjà 60, nous avions 44% des recettes en devises provenaient de l'agriculture. Il y avait plus de 169 sociétés agricoles. Aujourd'hui, on en a combien? Alors lorsque on dit que c'est un programme ambitieux, c'est pour élever toutes ces entreprises. On est en train de relancer d'IPN, on est en train, les villages agricoles dans le Bandundu qui de plus en plus apportent leurs tout à fait, résultats. Il faut comptabiliser cela. Attention, vous avez été voir. Vous avez fait un reportage des villages agricoles. Oui, j'ai fait un tour dans le Bandundu. Bien entendu, vous avez vu quoi? Qu'il y a des villages qui ont donné des impulsions. Je salue mon ami Coco qui est ministre de l'Agriculture, qui est un garçon très grand de compétences. S'il a les moyens, il est capable de faire des choses merveilleuses, ça c'est évident. Mais encore que l'expérience est encore à son début et n'est pas encore très concluante, il ne faudrait pas qu'on en parle comme pour... Maintenant, il est dans les ITPR. C'est très important. Il faut le chercheur agricole. Aujourd'hui, on a besoin. Regardez Mulungu dans les sites Kivu. Mulungu, c'était Inera Mulungu, c'était terrible. Et regardez l'INERA Ivoisie. Et regardez l'INERA Boketa à Gemena. Regardez l'INERA Mukumari dans les Sankourou. Regardez l'INERA Gadajika. Aujourd'hui, c'est presque inopérationnel. Les quelques rares de recherches qui se font, c'est essentiellement avec les partenaires au développement. Mais à quelle proportion? Tout cela nécessite que lorsqu'on met en place un plan, un programme ambitieux,
qu'on puisse booster ces choses-là. On a besoin de la mécanisation. On a vraiment acheté, je ne sais pas, des tracteurs, etc. Il y a des endroits où on ne peut pas utiliser les tracteurs, mais on les a distribués comme ça. Comme si un vétérinaire traitait un malade sans demander son avis. Voilà. Donc tout cela nécessite qu'il y ait une très grande intelligence qui met en place des dispositifs pour booster la République. Vous ne pouvez pas, naturellement, parler de la promotion agricole si vous ne parlez pas du foncier. Regardez dans la périphérie de Kinshasa, il y a combien d'agriculteurs qui sont là, qui visiblement ne sont pas sécurisés juridiquement, etc. C'est de toutes ces réformes dont on a besoin pour arriver à véritablement des résultats. Aujourd'hui, Matata, bien que se trouve en la difficulté, ça c'est évident, est en train de se battre pour y arriver. Mais je suis en train de le regarder qu'aujourd'hui, l'homme politique est en train de vouloir le faire partir pour le remplacer par un gouvernement d'union nationale. Et j'attends quelqu'un dire qu'il y aurait un programme on va rester, pour remettre en question, tuer notre peuple 5 fois. C'est pas correct. On va rester dans l'économie, monsieur Norbert Yamba. Malheureusement, nous avons encore beaucoup à dire quant à ces sujets. RDC, pays riche, RDC, pays pauvre. D'où viennent ces paradoxes et surtout comment faut-il résoudre cette équation pour amener les Congos à se développer très rapidement. Monsieur Norbert, je vous dis merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Nous n'avons pas épuisé toute la matière. Le rendez-vous est donné pour la semaine prochaine pour que nous puissions continuer encore à en discuter. Vous avez parlé des réformes dans les entreprises publiques. On a parlé de comment les populations locales, on n'en a peut-être pas parlé, on en parlera très prochainement, comment les populations locales peuvent profiter, n'est-ce pas, des richesses qui sont générées par les ressources de leur sol. On parlera également du crédit carbone. La RDC aujourd'hui, c'est le deuxième poumon forestier pratiquement. Nous contribuons à l'équilibre écologique. Il y a beaucoup de domaines que nous pouvons arriver à aborder dans le cadre de cette thématique RDC pays riche, RDC pays pauvre. Fidèles téléspectateurs, moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette émission. Nous vous donnons rendez-vous les dimanches prochains à la même chaîne, à la même heure, sur la même chaîne, pardon, à la même heure. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup, c'était très bien, j'ai aimé.